revenons sur votre petite sauterie que vous avez organisée dans une centrale. Vous étiez à la manette. Vous avez fait péter un feu d'artifice pour montrer qu'on pouvait approcher très rapidement d'une piscine de stockage. C'est quoi le risque d'une piscine de stockage ? Alors, le risque des piscines, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Les gens, ils ont découvert ça avec Fukushima, finalement. Un certain nombre de gens, depuis longtemps, essayaient d'attirer l'attention. Il y a des spécialistes américains comme Bob Alvarez, qui est un grand spécialiste de la question, qui dit « Mais attendez, on a un gros problème, c'est autant les piscines que les réacteurs. » Mais ça, peu de gens l'ont écouté. Et puis, cette question de la piscine de Fukushima, dans laquelle il a fallu remettre de l'eau, parce que sinon, on pouvait avoir un feu nucléaire. Les gens ont compris que là, on pouvait avoir un problème de ce côté-là. Alors, ces piscines, le problème, c'est que, comme je vous le disais, elles ont été pensées au moment des centrales nucléaires, avant qu'on imagine des possibilités d'une agression extérieure de malveillance. Donc, finalement, elles sont construites avec du béton classique et comme on aurait construit n'importe quelle installation sans protection particulière. Et ces piscines, elles peuvent contenir jusqu'à 3 fois le volume en radioactivité du cœur lui-même. C'est-à-dire que, suivant les phases de travail, on a le volume d'un cœur à peu près qui est en désactivation, en refroidissement avant d'être transporté vers la Hague. On a des combustibles qui sont en attente soit d'être chargés, soit qui sont stockés là, plus le volume du cœur qui a été pris et qui a été mis à côté le temps qu'on travaille dans le réacteur. Ce qui fait que, par moment, on a ce qu'on appelle un thermosource, une quantité de radioactivité qui peut être jusqu'à 3 fois ce qu'il y avait dans le réacteur. Et là, on n'a pas d'enceinte de confinement. On n'a aucune protection. Ce qui fait que s'il y avait un trou dans la piscine, on aurait ce qu'on appelle un dénoyage, une perte de l'eau. Et à ce moment-là, évidemment, les combustibles arriveraient à être hors de l'eau. Là, on aurait donc, évidemment, échauffement. On aurait un feu des combustibles, fonte des combustibles. Et la situation la pire, c'est d'ailleurs même si on est à la moitié de l'eau, parce que là, on a une situation en plus où l'eau, elle, va se décomposer avec donc le phénomène avec le zirconium, qui va donc fabriquer, entre guillemets, de l'hydrogène. C'est-à-dire que ça va brûler l'oxygène et on va avoir de l'hydrogène. Cet hydrogène au-dessus de 4%, c'est explosif. Et là, évidemment, on ne donne pas cher de la structure des piscines qui ne sont pas faites du tout pour résister. Ce qui fait que, en termes de conséquences, avec les piscines d'entreposage, on pourrait avoir des conséquences finalement nettement supérieures à ce qu'on aurait avec le réacteur lui-même. On pourrait avoir quelque chose qui serait nettement supérieur à ce qu'on a connu à Fukushima. Ou à Tchernobyl. Ou à Tchernobyl. Donc là, si ça pète avec de l'hydrogène, pour résumer trivialement, donc ça dégueule partout, il y a des morceaux qui volent partout, des morceaux très radioactifs. Si ça fond, il n'y a aucune structure pour récupérer la galette de corium. Rien. C'est la piscine municipale avec des bâtons. C'est pour ça que cet accident, aujourd'hui, est considéré comme impossible. Mais vous êtes un grand malade de montrer ça à la télé. La réalité, comme je vous disais, vous pouvez toujours dire « je veux pas voir ». On peut être tous dans le déni. La réalité, c'est que c'est la situation de nos piscines en France et en Europe, et aux États-Unis. Et que donc, à partir de là, on peut toujours faire mine de ne pas savoir. La réalité, c'est que demain, ça peut se produire. Alors, la seule chose qui est prévue aujourd'hui, c'est en termes de sûreté. C'est-à-dire que ce qui est prévu par l'autorité de sûreté nucléaire, c'est de dire si j'ai rupture de tubulure par cisaillement, parce qu'il y a un séisme, par exemple. Donc j'ai un certain niveau de fuite. Je peux avoir un siphonnage par les systèmes de refroidissement de la piscine. Donc on va calculer avec ce taux de fuite. Et aujourd'hui, on demande quoi à EDF ? On leur demande à EDF de pouvoir compenser la perte d'eau. Alors, il y a ce qu'on appelle des bâches en nucléaire, c'est des cuves, en fait, qui sont au-dessus, des fois d'ailleurs posées sur le fameux toit qui n'est pas protégé. Et donc, on a ces cuves avec l'eau qui est censée revenir dans la piscine. Alors évidemment, s'il y avait chute d'avion, en plus, il n'y a plus de l'eau dans les bâches, mais bon, en admettant, ces bâches donc, doivent remplir la piscine. Mais là, on est bien dans un cas d'accident de sûreté, donc une petite fuite. Mais si vous avez un trou de 3 mètres carrés au milieu de la piscine, le problème il est réglé. Aucun homme ne pourra plus approcher. C'est-à-dire que la radioactivité est telle qu'aucune intervention technique n'est possible. Bon, et en solution passive pour empêcher un ennemi potentiel d'aller fracturer la paroi de la piscine, il y a quoi ? Il y a des gendarmes, il y a des batteries solaires, il y a des chiens, il y a des oies, il y a des caméras de surveillance, il y a des barres électriques. Ça, c'est la protection active. Ça, c'est actif, ça. Actif. La protection passive, c'est l'épaisseur des murs. C'est de la protection qui fait que, en dehors de toute intervention humaine, justement, par l'installation elle-même, si un avion tombe, si quelqu'un tire avec une roquette, il ne se passe rien ou peu de choses. Ça, c'est la protection passive. Les gendarmes, c'est au contraire les grilles, etc. Ça, c'est la protection active. Vous les avez bien baisés quand même. Écoutez, ce qu'on a fait depuis des années, c'est démontrer
le fait que ça ne fonctionne pas aujourd'hui tel que c'est. Parce que faut se rappeler quand même que les PSPG en 2007, ils sont mis en place à cause de Greenpeace. On a vu vos images, vous êtes rentré là-dedans comme dans du beurre. Ah bah oui, on rentre facilement dans les... Je veux dire, demain matin, on peut y retourner. Hein. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement facile. Et ça, c'est un gros problème. Alors, depuis, il y a un certain nombre d'études qui sont en cours. Alors, comme je le disais, les pelotons spéciaux qui ont été mis en place pour les centrales nucléaires... Je vous coupe 2 secondes. Pendant cette petite sauterie organisée là-bas, vous étiez habillé en jaune, il y avait des panneaux Greenpeace, donc les gendarmes, ils vous ont mis en joue, ils ont fait quelque chose? Disons que déjà, la règle générale, systématiquement, c'est qu'ils arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où ils pourraient être en mesure de contrebalancer une action intérieure, ça serait trop tard, ça serait fini. Le mec avait quand même eu le temps, s'il avait voulu dégainer, il aurait pu vous mettre une petite cartouche quand même. Hein. Il pouvait dégainer, mais le truc était allumé. Donc le feu, il partait quand même. Bon. Donc il était trop tard. Donc, et puis, alors, vous savez, il y a cette réponse toujours qui a été de dire « Oui, mais nos gendarmes auraient une attitude différente s'il s'agissait de terroristes. » Ce qui est totalement exact. Sauf que si c'était des terroristes, ils auraient aussi une attitude totalement différente de ce que nous, on a. Et je donne pas cher des 2 gendarmes face aux 8 collègues qui étaient à l'intérieur, ou je donne pas cher si c'était des terroristes, ou je donne pas cher à Creas des 4 gendarmes face à 22 militants qui étaient rentrés dans la centrale. Si ces gens-là avaient été armés, bien évidemment... Ils sont combien, les gendarmes? Alors, les gendarmes, quand vous entendez le chiffre de Dave, ça fait super bien, il dit plus de 1000 gendarmes. C'est vrai. Sauf que si vous considérez qu'ils font donc les 5-8, plus vous rajoutez le pourcentage habituel de malades ou de gens en congé, vous apercevez que dans la réalité, ils sont 5 ou 6 par centrale. Pas plus. Et ça, c'est ce qui serait optimal. Et en réalité, quand on y va, nous, on s'aperçoit qu'au mieux, ils étaient 4 à Creas, et ils étaient 2 à Cattenom. Ça, c'est pas nous. Il suffit de reprendre les rapports de gendarmerie. Hein, puisqu'il y a eu justice et tribunal, il suffit de la regarder, c'est parfaitement clair. Et en général, il y a 5, 6 gardiens privés, on va dire, hein, qui sont là, de gardiennage, qui sont là, mais qui n'interviennent pas. Donc on est vraiment extrêmement faible. D'ailleurs, la députée Perrine Goulet, qui voulait absolument nous tirer dessus si jamais on rentrait dans les centrales, et qui a fini par dire non, mais je voulais pas dire qu'il fallait les tuer, mais tirer dans les jambes, ce qui était quand même assez comique. Elle a réclamé, dans le cadre de la commission, qu'il faut qu'il y ait au moins 8 personnes des PSPG par réacteur. Alors là, à voir, parce que évidemment, le coût pour EDF va être autre chose. Non, la réalité, c'est qu'il y a plein de mesures à étudier, centrale par centrale. Si on prend l'exemple de la centrale de Borssele en Hollande, eux, ils ont fait un tumulus tout autour. Hein, ils ont mis une butte de terre. Évidemment, ça n'empêche pas tout. Hein, ça n'empêchera pas un avion, etc. Mais ça ferme déjà le tir direct. Et à chaque fois qu'on peut fermer une porte, il faut fermer la porte en termes de sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas en France. Il y a des systèmes extrêmement disparates suivant les centrales. Il y en a qui sont un peu mieux protégés que d'autres. Il y en a qui ont des caméras, il y en a d'autres qui n'en ont pas, enfin, etc. Vous avez chiffré tout ça? Ce que ça coûterait à l'État français de sécuriser toutes ces centrales, toutes ces piscines? Ça coûterait extrêmement cher. C'est quoi extrêmement cher? Si vous voulez, nous, le seul chiffre qu'on peut vous donner, c'est qu'on a regardé le prix, ce qu'il faudrait pour bunkériser les piscines. Et là, on avait sorti une première étude sur laquelle on annonçait 500 millions, à peu près. Par piscine? Par piscine. Donc entre 500 millions et 1 milliard. 63 piscines? Oui. Et là-dessus, Jacques Repussard, ex-directeur de l'IRSN, qui vient de partir en retraite, il nous disait à nous, écoutez, votre chiffre n'est pas déconnant. C'est le mot qu'il utilisait à l'époque. Depuis, on a affiné, en faisant travailler des gens, des ingénieurs qui travaillent vraiment sur le génie civil, etc. Ils sont arrivés, eux, entre 750 et 1,2 milliard. Voilà. C'est ce qu'il faudrait pour arriver à vraiment bunkériser ces piscines. Donc, on parle gros chiffres, vous connaissez peut-être pas ce que je vais vous demander. Combien ça coûte de démonter une centrale? Alors, j'ai pas de chiffres, simplement parce que aujourd'hui, personne ne sait.